Bonjour à vous, ici Francis Gendron et bienvenue dans cette émission Districtement Habitat. Votre rendez-vous quotidien 100% habitat et virtuel. Produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain et présenté cette semaine par Solutionnera et en collaboration avec Desjardins, on aborde aujourd'hui un sujet extrêmement intéressant. C'est-à-dire, est-il possible de concevoir des maisons qui n'utilisent aucune climatisation ni chauffage, même dans le froid québécois? Alors, pour cette occasion, je me suis entouré d'une équipe absolument exceptionnelle. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue. Premièrement, à ma gauche, j'ai Benoît Lavigueur. Benoît est un conférencier, consultant, expert et entrepreneur général reconnu en bâtiment écologique. Avec ses entreprises, il s'est vu remettre plusieurs distinctions, dont celui du constructeur de l'année ainsi que de Climate Hero. Pas rien quand même. Il a accompagné plus de 1000 projets écologiques depuis 2005. Il a réalisé 4 projets écologiques personnels, dont 2 maisons modèles expérimentales qui ont été visitées par plus de 5000 personnes. Il est également impliqué dans de multiples comités pour faire avancer la cause du bâtiment durable, en plus d'enseigner les notions du bâtiment écologique chez Solutionnera et Écohabitation. Bienvenue, Benoît. Merci beaucoup. William Murray, excuse-moi. William travaille comme entrepreneur général depuis plus de 10 ans. Fort de son intérêt particulier en sciences du bâtiment, il s'efforce d'intégrer le meilleur des nouvelles technologies à ses projets, qui varient de construction Passive House à des rénovations et de la restauration de maisons centenaires. Constructeur certifié Passive House, il a réalisé en 2017 avec son équipe la Maison des Sources, qui a été certifiée LEED Platine. Elle fut également la première construction neuve au Québec à atteindre la certification PHIUS, Passive House Institute. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue, William. Et Étienne Vigneron, qui est avec nous également. Donc, Étienne Vigneron est charpentier menuisier depuis 2008. Il s'est lancé comme mission de combattre les changements climatiques par l'entremise de la construction écologique. De par sa vaste expérience sur le terrain, construction conventionnelle, rénovation de chantier, chantier de type Earthship, maison en paille et maison haute performance. Il a construit en 2017 sa maison certifiée LEED Platine et suivi la formation de Passive House Institute US. Il est cofondateur de Éconovation avec son associé Simon Gaudreau afin de se spécialiser dans la construction de maisons écologiques à haute efficacité énergétique. Alors, bienvenue, Étienne. Merci de me recevoir. Hey, je suis vraiment content de vous avoir tous autour d'une même table pour qu'on puisse parler de ce sujet vraiment passionnant. Beaucoup de gens ont des questions à ce propos-là. Et donc, je vais commencer directement avec la question qu'on veut résoudre. Après ça, on va aller chercher ces différents aspects. Mais est-ce que c'est possible de construire, peut-être, je dirais, pour commencer, là, en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est possible de construire des maisons qui n'auraient pas besoin de chauffage et de climatisation, même dans le froid québécois, donc ici, par exemple? Ah oui, c'est possible. OK. Absolument, tout est possible. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas viser des affaires qui vont être très, très compliquées et chères à se rendre. Accomplir. Fait que, je pense peut-être d'avoir une maison qui performe 80% mieux, 85% mieux, c'est faisable. On devrait toutes les faire. C'est vraiment pas compliqué à faire. Les derniers 15%, là, surtout dans le chauffage, je pense que ça, c'est compliqué à faire. C'est faisable, mais je pense à quel prix. C'est comme si, dans le fond, techniquement possible, mais pas nécessairement en vaut la peine. Ou est-ce que ça vaut vraiment la peine? Cool. Effectivement, c'est un peu comme c'est le principe de la loi de Pareto. Donc, le premier 80% d'impact demande 20% d'effort et le dernier 20% d'impact va demander 80% d'effort. Ouais. C'est le même cas avec l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Okay. Une maison moyenne au Québec va consommer à peu près 1 500 à 2 000 $ de chauffage. Ouais. C'est assez facile de descendre à 500 $ par année. Ouais. Mais passer ce cap-là, c'est beaucoup moins rentable et plus difficile parce que finalement, toutes les choses simples qui avaient beaucoup d'impact ont déjà été faites. Okay. Ça veut dire que là, il me reste des choses plus complexes et je ne peux plus sauver 1 000 $ par intervention parce qu'il me reste seulement 500 $ à aller sauver. Fait que chaque action est plus grande, mais l'impact n'est pas si grand parce que la maison est déjà effectivement. très moi, je fais souvent performante. une comparaison avec, c'est comme monter une montagne. Ouais. Monter un 1000 mètres, ça demande un défi.
Mais monter une montagne de 5000 mètres, c'est pas l'équivalent de 5 fois 1000 mètres. C'est plus de travail. Le dernier 1000 mètres, il est pas mal plus rare. Donc, c'est un peu la même logique. C'est également une question de confort. Un peu comme William disait, c'est possible d'avoir une maison qui ne nécessite pas de chauffage et climatisation, mais jusqu'à quel niveau il faut aller ajouter une isolation pour conserver l'habitant dans un climat confortable. Je pense que le citoyen nord-américain apprécie le luxe, le confort de pouvoir se promener nu-pieds et en T-shirt dans sa maison en plein hiver à -20. Mais on peut facilement faire des maisons sans chauffage qui peuvent rester dans une température ambiante au plus froid dans les 15 degrés. Là. Mais c'est sûr que ça nécessite un petit chauffage d'appoint pour que les habitants restent confortables. Mais la climatisation... selon moi, c'est encore plus facile d'accès. Je l'ai démontré moi-même chez moi. Seulement 2 journées dans tout l'été, dans les plus chauds de la canicule qu'on a eu cet été, il faisait seulement 25 degrés dans la maison. Donc la température reste vraiment confortable tout l'été. Mais c'est sûr qu'il faut que le bâtiment soit bien adapté en harmonie avec son environnement. C'est quelque chose qui peut être plus réalisable en milieu végétalisé versus la ville où tu n'as aucun arbre. Ça devient un peu plus compliqué au niveau de la climatisation. Et même à la campagne, là, pas toutes les maisons ont une belle vue au sud. Fait que, souvent, on retrouve des gens qui ont un terrain, ils veulent construire une maison, puis ils ont une super belle vue au nord. Moi, je suis un de ceux-là, malheureusement. On ne va pas mettre de fenêtre. Exact. C'est la vue, puis ça fait partie de la qualité de vie. Fait que c'est juste de voir qu'il y a comme un juste milieu. Puis je suis d'accord avec la climatisation. Pire chose là, que si tu as une canicule qui t'offre 3 semaines, ben peut-être tu vas avoir une nuit ou 2 où il va faire comme 27, quelque chose comme ça. C'est pas la fin du monde. Mais si tu pognes un froid à -40 pendant 3 semaines, l'impact est plus grave. Que ce côté chauffage, c'est de ne pas en avoir du tout. Je pense qu'on se met un cible sur le mur qui n'est pas nécessaire pour le client qui est trompeur un petit peu, parce qu'il dit je veux juste être autonome, c'est comme OK, mais il y a autonome puis il y a autonome. Oui, c'est clair. Je comprends. Il y a autonome dans le sens, justement, s'il fait -40, pas d'électricité pendant 3 semaines, l'exemple que tu donnais, là, oui, ça se peut que tu vas te mettre une petite laine. Mais tu sais, toutes les autres sont en train de s'en aller à l'école du village pour une génératrice pour survivre. Fait que, super. Donc, là, ce que j'entends, c'est que oui, ce serait possible, mais que ça n'en vaut pas vraiment la peine. Fait que je serais curieux d'entendre comme un peu des chiffres par rapport à ça, par rapport à c'est où qui est intelligent d'aller par rapport, on a le code du bâtiment qui est à un certain niveau. On peut aller plus loin qui est, disons, la haute performance. Puis là, il y aurait l'ultime, ultra isolé, ce que vous dites qui ne vaudrait pas la peine. Fait que, en chiffres, soit tu l'as nommé un petit peu en dollars par mois, mais soit en valeur isolante par rapport au code du bâtiment pour que les gens se situent. Je serais curieux d'explorer ça avec vous. Effectivement. Dans le fond, ça vaut toujours la peine de calculer chaque fois que je fais une intervention, quel est mon coût versus quel est mon impact. Parce que c'est facile de dire je vais mettre 1000 $ là, 1000, puis les gens, des fois, ne prennent pas la peine d'évaluer où est-ce que je suis mieux de mettre mon effort. On pense beaucoup aux coupes de mur. Puis moi, c'est une question que j'entends depuis mes débuts il y a 15 ans. C'est quoi la meilleure coupe de mur? Et tout le monde parle d'isolation alors que l'étanchéité est beaucoup plus importante. Que l'isolation. C'est ça. Fait que l'important, c'est de comprendre ce 2000 $ de chauffage-là, à quel endroit il s'en va. Et les 2 plus grands consommateurs, c'est vraiment les portes et fenêtres et les fuites d'air. C'est vraiment là qu'on va mettre l'énergie, justement, dès le départ. OK. Oui, vas-y. Je pense que l'étanchéité, c'est absolument primordial. Si je pouvais changer quelque chose dans le code aujourd'hui, ça serait de mettre un cible d'étanchéité à l'air. Ça serait vraiment la meilleure chose qu'on pourrait avoir qui aurait une garantie d'une meilleure performance. Pour le bâtiment. Je pense aussi, il faut c'est le fun de parler de tout ça, mais la réalité pour tous les clients, c'est un côté budgétaire.
Puis il y a des morceaux de la maison qui sont très faciles à changer dans le temps, puis il y a des choses qu'on veut juste plus jamais y toucher. Fait que l'enveloppe du bâtiment est une des affaires qu'on ne veut juste plus toucher à l'enveloppe. Mm-hmm. Les fenêtres sont changeables si on a besoin. Si on n'a pas, tu sais, on peut toujours aller 10 ans plus tard puis de changer une fenêtre, mais d'aller rendre étanche à l'air ou de rajouter de l'isolation 10 ans plus tard, c'est quasiment comme refaire la maison. Fait que je pense que c'est important quand on parle de budget parce que dans mon expérience, c'est toujours le budget qui compte dans les bâtiments. Puis il faut en parler, qu'il faut prendre des choix et il faut être capable de faire une distinction entre qu'est-ce qui est permanent et qu'est-ce qu'on peut aller retravailler par après, plus facilement par la suite. Sans défaire quelque chose de bon qu'on a déjà fait. Mm-hmm. Un comptoir de cuisine, c'est si facile à changer. Juste une petite histoire, j'avais fait une maison pour des clients l'année passée. Il y avait vraiment un très petit budget. Ils ont acheté toutes leurs fenêtres sur Kijiji. Ils ont payé 500$ pour toutes les fenêtres avec l'idée que dans les prochains 10 ans, ils vont en changer une par année. OK. Alors, d'enlever une fenêtre puis de reposer une fenêtre, si on sait que ça va se passer, il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'étanchéité à l'air. C'est très contrôlé. C'est un espace très contrôlé. Tu peux tout... OK. Mais ils ont un bâtiment qui performe très, très bien. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut juste pas défaire. Comme les comptoirs de cuisine, c'est aussi changeable. Il y a plein de choses qu'on peut faire par après dans une deuxième, troisième, quatrième phase. Cool. Comme tu disais, si tu veux avoir plus de chiffres, de détails, c'est sûr que le nerf de la guerre, c'est une question de budget puis de retour sur investissement. Ici, au Québec, on a une situation particulière et surtout cet été, cette année, où avec le coût des matériaux a beaucoup augmenté, mais on a l'électricité la moins chère au monde, pratiquement. Donc, la question de retour sur investissement, c'est ça qui fait qu'un projet est viable ou pas. J'ai tenté l'expérience chez moi d'aller chercher la certification au Passivhaus européenne. Puis il fallait pratiquement avoir des murs qui ont une enveloppe isolante, un facteur isolant de R70-75. J'étais allé avec le juste milieu. Les Américains ont une expression qui s'appelle « pretty good house », c'est-à-dire d'avoir des fondations R20, des murs R40, toiture R60, 80. Puis juste pour mettre en contexte, là, les gens qui nous écoutent, mettons le code du bâtiment, lui, c'est quoi? Ou à peu près, là, tu sais, les standards sont environ R10 fondation, sous la dalle, R25 murs, R45 toiture. Fait que c'est une fois et demie à peu près. Une fois et demie ou deux fois meilleur que le code. Ouais, OK. Mais de juste dire que je pense que l'enjeu dans ça, c'est le bâtiment qu'il a fait est étanche. Oui. Ça fait une énorme différence. C'est pas juste combien d'épais tu as dans ton mur. C'est vraiment l'étanchéité. La qualité de construction et l'étanchéité. Puis ça n'affecte pas nécessairement uniquement l'efficacité énergétique. Il faut penser aussi au confort de l'habitant, mais aussi d'avoir un environnement sain, contrôlé, avec une bonne qualité de l'air aussi. Donc tout ça, l'étanchéité qui est vraiment maximisée, fait cette grosse différence-là d'assurer un environnement sain pour les occupants. D'ailleurs, tu parles d'avantages. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi les avantages? Tu sais, c'est quand même plus de travail, s'assurer que la maison est étanche, bien construite. Pourquoi les gens qui regardent ici, regardent l'émission, auraient un intérêt? C'est quoi les avantages d'avoir une maison haute performance, qu'on pourrait dire? La meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est si vous êtes une gang d'amis qui allait monter une montagne. T'aimes ça, les montagnes, toi? J'aime ça. Je manque de temps pour y aller, mais oui, j'aime ça. Juste de comparer entre la personne qui est bien habillée et celle qui est mal habillée. Comment est-ce qu'elle va de plaisir dans l'expérience. Effectivement. Si je suis trop humide, dans le fond, si j'ai froid, quoi que ce soit, ça change tout. Fait que c'est sûr que c'est plus extrême de monter de montagne qu'un bâtiment de maison, mais c'est un peu la même chose. D'avoir un bâtiment étanche versus un bâtiment qui a des fuites d'air. On connaît toutes des vieilles maisons que tu es en plein hiver puis tu sens vraiment la fraîcheur là, qui arrive directement sur toi, puis c'est vraiment désagréable. Un autre élément, justement, d'installer du triple vitrage. En fond, les fenêtres à triple vitrage au lieu du double vitrage qui est plus conventionnel, ça fait une énorme différence.
Est-ce que, juste pour savoir, parce qu'on ne l'a pas nommé tantôt, c'est-tu tout du triple vitrage que vous utilisez dans les maisons? Triple vitrage? Uniquement partout. Effectivement. Cool. Ça permet de, tu sais, comme nous, justement, le bâtiment performant qu'on a fait, on peut s'asseoir sur la tablette de fenêtre, même en plein hiver, et il fait moins 30 de l'autre côté, puis je suis quand même confortable. Fait que j'ai pas la sensation de fraîcheur, j'ai plus le givre non plus là, qu'on connaît traditionnellement dans une porte. Fait que finalement, tu sais, moi, je trouve qu'on vient comme gagner du pied carré. Parce qu'on n'a plus peur de se coller sur la porte. On n'a plus peur des... c'est ça. On perd pas un pied ou deux qui est plus inconfortable en hiver que ces éléments-là. C'est le confort. Souvent, on parle des maisons pendant l'hiver qui sont très secs. Oui. Une maison performante n'a jamais ce problème-là. Parce que la raison pourquoi les maisons sont tellement secs l'hiver, c'est parce qu'il y a tellement de chauffage qui roule à temps plein que l'air devient sec. Oui. Mais si tu descends les besoins de ton chauffage, tu élimines ce problème-là. C'est vraiment le confort. Puis, tu sais, monter une montagne ou aller faire de la pêche à la glace. Ouais. Tu sais, souvent, les gens ils disent « Ouais, mais pourquoi je vais mettre plus d'isolation? » J'ai dit « Si on va faire de la pêche à la glace, j'ai de la misère à voir que tu vas te plaindre que ton manteau est trop gros. » Puis c'est juste ça. C'est tout le confort. Fait que c'est ça l'avantage principal. Ah oui. L'argent qu'on sauve, c'est un bonus. C'est un bonus. C'est pas ça. On le fait pas pour sauver de l'argent. Surtout pas au Québec, vu que l'énergie est peu chère. Mais c'est sûr que... Il y aurait des endroits dans le monde où est-ce que ce serait si on compare, mettons, j'étais en Belgique l'automne passé, puis à Bruxelles, le code du bâtiment est devenu la certification Passive House. OK. Donc eux, ils disent... Mais c'est sûr qu'ils ont une problématique énergétique. Oui. Ils en manquent de l'énergie. C'est ça. Quand je leur ai dit que nous, on en gaspille à chaque année... ils ne comprenaient pas ce qui se passe. Ils ne comprenaient pas du tout. Il y a surtout aussi l'aspect de durabilité qui influence la santé des occupants, mais la santé de l'environnement aussi. Ouais. Donc, de faire des bâtiments durables à faible empreinte carbone qui ont une haute efficacité énergétique, c'est une action concrète pour limiter les émanations de gaz à effet de serre. Donc, c'est un peu aussi ça l'objectif principal de faire des maisons à haute efficacité énergétique. C'est des actions pour protéger... Fait que l'aspect purement écologique, là, donc carbone. Et, dans le fond, vous ne l'avez pas nommé directement, mais c'est le fait aussi, les bâtiments durent plus. Tu sais, on dit bâtiment durable, mais peut-être que les gens ils saisissent plus ou moins en quoi haute performance, ça veut dire plus durable. Mais c'est parce que les maisons normales ont plus de chances d'avoir des problèmes. Je pense que vous voulez... on fait beaucoup de rénovations. Oui, c'est un bel exemple. Les maisons qu'on va retaper ou on a des interventions à faire dessus qui sont construites après 1970, c'est tout des champignons de la pourriture. C'est toujours ça la problématique. C'est toujours ça qu'on va voir. Ouais. Les vieilles maisons, ils n'en ont pas parce qu'il y a tellement de chaleur qui passe. C'est juste parce que ton point de rosée est rendu un pied plus loin que ton mur extérieur. Parce que tu passes tellement de chauffage par les murs. Ouais. Quand une maison bien isolée, c'est ton point de rosée qui se rend au centre. Fait que ou à quelque part dans ton mur. Ouais. Point de rosée, c'est de l'humidité qui tourne en glace. Puis là, le printemps arrive, tout le monde est content, mais il ne redevient pas du vapeur. Fait que c'est comme de comprendre que la durabilité, encore une fois, c'est l'étanchéité à l'air, qui est comme tellement primordial, parce que si tu n'as pas d'air qui passe, tu as beaucoup moins d'humidité qui va se rendre dans ton assemblage, puis ta maison va juste toffer plus longtemps. OK. Il n'y a aucun sens que les maisons qui sont construites il y a 10 ans, qu'on va faire des interventions, puis on trouve la moitié du mur pourri. Oui, c'est ça. C'est jamais parce que le toit a coulé. OK. C'est jamais parce qu'il y a de l'eau qui est rentrée. Ouais. C'est tout à cause de la vapeur. Wow. Puis, pour moi, c'est un point important, justement. Quand on parle de haute efficacité, il faut aussi bien comprendre la science du bâtiment. Parce que beaucoup de gens, des fois, viennent simplifier tout ça en disant « une maison solaire passive, je mets des fenêtres au sud. Une maison performante, je mets plus d'isolation. C'est pas si simple que ça. Il y a quand même des calculs, il y a des normes, des règles à respecter. Fait c'est vraiment important de bien se renseigner. Parce que c'est pas... tu sais, des fois, un panneau isolant peut sembler banal entre un et l'autre. Mais un peut faire pourrir ton mur et pas l'autre. C'est ça. C'est là que c'est important de bien comprendre et de ne pas trop se fier non plus aux professionnels. Parce que ce n'est pas tous les professionnels qui maîtrisent bien la science du bâtiment. C'est ça. Aussi. C'est une science qui n'est pas nécessairement, dans les complexités, n'est pas enseignée à tout le monde. Sauf que c'est des sciences qu'on vit
tout le monde à tous les jours. Mm-hmm. You know, Benoît, quand il monte sa montagne, il a son manteau Gore-Tex Oui. qui laisse l'eau pas rentrer, mais la vapeur à sortir. Le gars qui fait la pêche à glace, il a comme un gros manteau d'hiver. Oui. Les jeunes de 14 ans qu'on voit qui attendent l'autobus avec le manteau pas attaché, puis on dit ça n'a aucun bon sens. Ouais. C'est l'étanchéité à l'air. Fait que, C'est ça. oui, il y a de la science à bâtiment. Oui. Oui, ça peut être compliqué, mais la réalité, c'est la deuxième loi de thermodynamique. Ouais. C'est ça, puis ça fait peur à tout le monde. Mais quand tu leur expliques, Gore-Tex, gros Oui. manteau, Ouais. les jeunes qui attendent l'autobus, anticiper leur manteau, ben là, tout le monde comprend parce qu'on le vit à tous les jours. On le voit. C'est pas si compliqué que ça. C'est Uh-huh. juste, il faut le savoir. Mm. Puis c'est ça, tous ces détails-là, ça affecte la durabilité du bâtiment. Ce qui fait que tu vas avoir un bâtiment qui est, dans le fond, un meilleur investissement Mm-hmm. ou ce que tu vas t'éviter des problèmes d'entretien dans le futur, que tu vas pouvoir conserver l'enveloppe de ton bâtiment sur plusieurs décennies, voire des siècles. Donc, c'est un investissement à long terme. C'est sûr qu'en termes économiques, tout le monde voit ça comme l'achat d'une maison, un coup de cash à revendre dans 5 ans. Mais si on pense à plus loin, les générations futures, ou juste conserver un investissement sur le long terme, c'est quelque chose qui se rentabilise à l'intérieur de 15 ans. Oui, puis ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'argent, justement, mais parce que là, l'exemple que tu donnais, tu construis une maison. Souvent, maintenant, une maison, il n'y a rien en bas de 300-400 000 quand on parle d'une nouvelle maison avec le terrain et tout ça. Fait que là, on fait un gros investissement. Pour la plupart des gens, c'est le plus gros investissement de leur vie. Puis là, tu donnes un exemple. 10 ans plus tard, tu as des problèmes des murs, tu as des problèmes de ce type-là. C'est assez incroyable comme perte, dans le fond. Fait qu'une maison haute performance, ça coûte sûrement plus cher. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment ça coûte de plus? Puis comment vous le voyez? Puis comment vous justifiez que ça vaut la peine par rapport au code qu'on disait qui est peut-être 2 fois moins bien isolé, étanche et tout ça? Une belle étude qui avait sorti des cohabitations il y a quelques années qui comparait justement 3 fois le même bâtiment avec des niveaux de performance différents. Okay. Donc, il parlait de la maison au code, ouais. qui est déjà une bonne maison, parce qu'on le sait que si tout le monde respectait le code, ça serait déjà mieux que... on aurait des bâtiments déjà durables. Ouais. Aussi. Et il comparait justement un bâtiment avec une basse consommation, qu'on appelle, et il y avait la haute performance. Okay. Le bâtiment basse consommation demandait un investissement, mettons, au lieu de 300 000, on montait environ à 315 000, donc un 5% supplémentaire. Et après ça, on faisait le calcul de le coût hypothécaire, dans le fond, qui était plus élevé, versus les coûts de chauffage. Pour le ramener un coût mensuel, pour montrer que ce bâtiment-là, oui, il coûtait peut-être 70 $ de plus par mois, mais il nous faisait sauver plus que 150 $ par mois de chauffage. Donc, globalement, à chaque mois, on sauvait 80 $. Ouais. Et c'est là que c'est intéressant, justement, de l'expliquer, la notion de coût de possession. Fait que ça, c'était le basse consommation. Ouais. Puis le haut performance, lui, par exemple, ça revenait venait un petit peu plus cher parce que finalement, lui demandait un investissement de 45 000 $ de plus pour baisser encore la facture de chauffage, mais on s'entend qu'on l'avait déjà diminué beaucoup. Fait que lui, il revenait un peu plus cher. Mais ça prend pas en considération l'aspect sain de la maison, ni l'aspect peut-être que mes murs vont pourrir plus vite ou des choses comme ça, par contre, dans ce calcul-là. Ouais. Ou le fait que le coût d'énergie va monter. Ça, c'est clair qu'elle va monter. Puis, si on commence à voir l'énergie comme une hypothèque, il n'y a personne qui va aller emprunter de l'argent sans magasiner son hypothèque. Parce qu'il va aller courir après 1, 2, 3% parce que c'est moins cher. Si on considère que nos factures d'hydro, c'est une hypothèque à vie qui finit jamais, qu'on paye à tous les mois à vie, puis on le met dans cette optique-là, tout d'un coup, on se rend compte que 2-3%, ça commence à faire une grosse différence là, à vie. L'argent, c'est dur à vendre une maison efficace, énergétique, saine, à cause de l'argent. C'est pour ça que je pense... Le coût initial du bâtiment qui est... Oui, tu sais, je pense que c'était la question précédente qui était... Pourquoi le faire? Et c'est pour ça que je pense que tout le monde... Il n'y en avait pas un de nous qui disait c'est parce que tu vas sauver du cash. Parce que c'est pas vendeur. Parce que c'est dur à voir parce que c'est tellement beaucoup d'argent qu'on dépense quand on achète une maison. Puis ça, c'est beaucoup d'argent. Ben oui, c'est le plus gros investissement pour la plupart des gens. C'est confortable, c'est sain, ça va durer beaucoup plus longtemps. Le bonus, c'est que si tu le fais, tu vas aussi sauver de l'argent. La preuve est là. Et c'est pas une preuve de science, c'est juste
la comptabilité. Oui, c'est ça. Ouais, cool. Et c'est là l'éducation qui est importante entre le coût d'achat et le coût de possession. Oui, absolument. C'est difficile aussi de comparer des coûts de construction entre une maison standard au code puis des maisons passives. Juste par le design, on peut amener une maison conventionnelle à une maison passive à peu près au même coût de construction, du fait que les maisons conventionnelles vont avoir beaucoup de formes compliquées, des toitures avec beaucoup d'arêtes, de nous, tout ça. Donc, en simplifiant la forme du bâtiment, on peut abaisser le coût de construction, mais en fait, d'amener le même coût de construction d'une maison à une meilleure efficacité énergétique, juste en simplifiant le design. En enlevant d'autres aspects, comme par exemple... En ce moment, on est en train de construire un triplex certifié Passivhaus à Sutton, Passivhaus américain. Puis nos coûts de construction sont d'environ 225 $ du pied carré. Okay. Donc, il y a des constructeurs conventionnels qui vont faire de la maison sur mesure à ces coûts de construction-là aussi, mais au standard du code du bâtiment. Donc, nous, on est arrivé à atteindre ces coûts de construction-là parce qu'on a simplifié la forme du bâtiment. Donc, c'est accessible d'avoir un bâtiment, un coût de construction accessible, mais en simplifiant la forme. Cool. Et pour moi, ça, c'est un point important, justement, sur, oui, les choix de matériaux, dans le fond, mais de revoir un peu la façon qu'on construit. Est-ce qu'on a besoin d'autant de pieds carrés? Parce que déjà, si je réduis de 10-20% la superficie qui était trop grande, ben déjà, j'ai une maison plus performante. Après ça, quand on parle de multi-logements... Puis en plus, ça donne l'argent pour peut-être mettre plus d'étanchéité ou d'isolation. Effectivement. Je réduis mes coûts de base à l'achat, ce qui me permet d'acheter de meilleure qualité. Et après ça, toute la notion de multi, justement, de faire une maison jumelée, ben déjà, j'ai un mur que je n'ai pas besoin de chauffer. Je viens de réduire déjà de 20-25% mes besoins de chauffage. Fait que c'est là qu'il y a vraiment plein d'avantages aussi. Puis, de savoir qu'il y a une grosse responsabilité au client, à la personne qui veut se faire construire une maison, parce que c'est souvent nous qu'on se fait dire, ben c'est trop cher. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour descendre le prix? Puis ma réponse, c'est que ben qu'est-ce qu'on enlève? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, de faire une maison hyper performante à un bon prix, même prix que le code. Ouais. Si le client me disait, fais-moi une maison, puis ça, c'était la discussion, je dirais combien de chambres à coucher? Ouais. Parfait, je m'arrange avec. Reviens dans 6 mois, je te fais ta maison, puis ça va te coûter à peu près le même prix du code. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est parce qu'ils veulent des affaires spécifiques. C'est parce qu'ils veulent beaucoup de choses. Puis ils veulent des checks, puis ils veulent des galeries, puis ils veulent... Puis c'est correct, parce que c'est tout l'argent que tu as au monde et c'est ton rêve. Fait que il faut que tu aimes ta maison, parce qu'une maison que tu n'aimes pas est toujours trop chère. Oui. Mais en même temps, de comprendre que le vrai contrôle sur les dépenses d'une maison reste avec le client et eux, qu'est-ce qu'ils vont emmener à la table. C'est bien beau tous ces avantages, mais est-ce qu'il y a des désavantages aussi? Est-ce qu'il y a des désavantages à construire une maison haute performance? Ou y a-t-il un point où ça devient avec des désavantages, par exemple? Ben, je pense que pour le particulier, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de ressources. C'est pas tous les entrepreneurs qui vont offrir ce genre de service-là. C'est sûr qu'un client qui dit ben moi j'ai une maison de performance, ben c'est pas sûr que l'entrepreneur du coin ou qui habite du village là, va vraiment offrir cette qualité-là. Ouais. Fait que le client a le choix d'aller chercher soit l'expertise où est-ce qu'elle est, ou moi j'ai des clients qui ont formé des entrepreneurs en disant je veux travailler avec toi, mais je veux un produit que toi tu fais pas. Donc, je vais te payer des formations, je vais donc aller chercher des ressources pour t'aider. Fait que s'il y avait l'ouverture, ça peut être un apprentissage supplémentaire. Moi, ça m'étonne l'ouverture qu'il y a avec les autres entrepreneurs. Ça t'étonne positivement ou négativement? Oui, positivement. Okay. C'est incroyable. Il y a tellement de monde qui sont juste intéressés à comprendre. Puis, une fois qu'ils comprennent, ils comprennent. Fait du sens. Oui, c'est ça. C'est parce que la réalité, c'est on peut pas faire toutes les maisons. On ne peut pas tout construire les maisons, faire toutes les rénovations partout au Québec. Il faut que la connaissance se partage. Fait que, moi, mon début dans l'autre performance, c'était dans le milieu du Passivhaus. Ça, c'est tout un autre débat. Puis, mais la communauté qui est toute source ouverte, j'ai tellement apprécié parce que c'était juste du partage. Puis je pense que dans notre industrie, traditionnellement,
tout le monde reste dans leur coin puis ils ne se parlent pas. Mais de plus en plus, je vois qu'il y a beaucoup plus d'ouverture à jaser entre entrepreneurs, puis de partager des connaissances, puis de partager des nouveaux matériaux, puis des ci, puis des ça, parce qu'en bout de ligne, tout le monde, c'est l'avantage à tout le monde. Mm. Le seul désavantage que je voirais, moi, en fait, c'est au niveau de la mentalité de consommation rapide chez les clients. Là. On veut tout avoir immédiatement dans l'instant présent. Donc, au niveau de la conception d'une maison à haute efficacité énergétique, il faut prendre un peu plus de temps pour adapter le design de la maison en fonction de son terrain. On ne peut pas juste prendre un plan qu'on trouve sur une revue, puis le construire dans l'immédiat. Il faut changer un petit peu les mentalités puis s'adapter en fonction du terrain pour optimiser la performance du bâtiment. Je comprends. Cool. Fait que c'est plus pour le client, dans le fond. Et le temps de réalisation. Parce que pas de bien faire... Ça prend un peu plus de temps que de faire à botch. Effectivement. Donc, ça vaut la peine dans le temps, mais... oui, c'est ça. Puis on ne parle pas de 2 mois de plus. Mais, il y a juste un petit soin. Le pourcentage qu'on parlait de plus, c'est pas selon mon expérience, c'est pas nécessairement plus... tout dans les matériaux. C'est le temps que ça prend de bien faire ça. Ouais. C'est là la différence de prix. C'est pas juste il y a plus d'isolation. Tu sais, une maison soufflée à cellulose, code versus Passive House, il y a peut-être 5 000 $ de plus d'isolation. Ouais. C'est pas 400 000. C'est pas là que ça change. C'est pas le gros manteau qui change. C'est la minutie de bien faire le travail. C'est là que ça change. Puis une chose que moi j'entends souvent, qu'on entend parler dans le domaine, c'est justement la maison haute performance. Peut-être pour certains, c'est parce qu'on a parlé que c'était plus sain. Mais d'autres diraient, ouais, mais tu sais, c'est tellement étanche que ce n'est pas sain, justement. Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos-là? Vu que la maison ne respire pas. Vas-y, William. Vas-y, laisse-toi aller. Une maison ne devrait pas respirer. Une maison devrait sécher. Point final. Si tu engages un entrepreneur puis tu lui demandes comment est-ce que ton mur va sécher puis il n'est pas capable de répondre à la question, c'est problématique. La respiration de la maison se passe avec soit tu ouvres des fenêtres ou ton échangeur d'air, point final. Les murs ne devraient pas respirer. Ils devraient sécher, mais pas respirer. Il y a un problème dans ça. On ne veut pas que l'air passe à travers les murs. Puis quand on dit sécher, juste pour être clair pour les gens qui nous écoutent, c'est que dans le fond, il y a où l'agencement des matériaux permet de se sécher par lui-même naturellement. Et au Québec, c'est vers l'extérieur. Ouais. Juste pour dire qu'on sèche vers l'extérieur ici au Québec. Et c'est... Perfection n'existe pas. Dans 15 ans, quelqu'un va afficher quelque chose au mur puis va faire un trou à quelque part où il n'est pas supposé. Ça arrive. On ne peut pas présumer qu'il ne va jamais avoir de l'humidité qui va rentrer dans nos assemblages. La problématique arrive, c'est quand l'humidité rentre et il n'est pas capable de sortir, il n'est pas capable de sécher. C'est ça le problème. Parce qu'on est mieux de contrôler où est-ce que l'air passe que de dire, il y a de l'air qui passe, je ne sais pas trop où, puis je ne sais pas quel effet que ça a, parce que l'air qui traverse un mur, dans les maisons qui respirent, l'air transporte de l'humidité. Et donc, s'il arrive au point de rosée, condensation, glace, moisissure et problème de santé par la suite. Puis c'est là qu'on voit les maisons. C'est comme les maisons dans l'entre-deux. Tu sais, avant, ça respirait tellement, là, si j'ai bien compris ce que vous disiez, ça respirait tellement que là, ça pourrissait pas, mais c'était pas écologique. C'était pas efficace, pas confortable. Puis là, il y a eu un entre-deux où est-ce qu'on isolait très bien, mais semi-étanche-ish. Puis là, ce que ça fait, c'est que l'humidité réussit à se rendre dans le mur, éventuellement, puis la respire là. Puis là, on a des problèmes de pourriture ou moisissure. Et pour l'habitant de la maison, on ne se le cache pas, la plus grande raison pourquoi les enfants manquent l'école au Québec, c'est l'asthme. Puis la plus grande raison pour l'asthme est l'air intérieur qu'on respire. Fait que juste pour rendre simple d'une façon que tout le monde comprend, on met la hotte de cuisine, on a 400 pieds cubes, qui sort à la minute. Cette air-là, il faut qu'elle vienne de quelque part. Fait qu'elle va passer à travers les murs, dans les craques de fenêtres, où il y a de la vermiculite, puis les souris qui se promènent, puis toute la poussière. C'est ça qu'on respire.
Fait que, tu sais, de dire que la maison a besoin de respirer, non. Les habitants, ils vont respirer soit avec les fenêtres ouvertes ou avec un échangeur d'air, mais pas à travers les murs. C'est pas ça qu'on veut respirer. C'est problématique pour notre santé et aussi pour la santé du bâtiment. Puis l'exemple de la hotte, tu voulais dire dans une maison normale? C'est ce que tu viens d'expliquer, l'exemple-là. Tandis que dans une maison passive, c'est quoi qui se passe? On en met un. Vous mettez une hotte? Ah oui, absolument. OK. C'est juste que l'air... C'est que l'échangeur d'air... lui apporte l'air que tu as besoin et donc elle est préfiltrée. Elle est préfiltrée et on s'assure que la ça ne vient pas de travers les murs. murs. La hotte n'aura pas 400 pieds cubes minutes non plus. Ça va être moins intense, moins grosse. Ouais. Mais on a aussi des clapets spécifiques qui vont ouvrir avec la hotte quand elle ouvre pour faire la récupération de pression du bâtiment. OK. On trouve... C'est là le gros défi là, dans le Passive House. Oui. C'est pas parce que là, c'est tellement contrôlé au niveau hermétique, là, l'air, qu'il faut s'assurer que quand tu as des gros envois d'air, donc la hotte ou la salle de bain, par exemple, il faut que ce soit bien géré. Ouais. Cool. Là, tu as rajouté quelque chose, Étienne, ou c'était bon? Super. C'est complet. La dernière sur l'échangeur d'air, c'est souvent là qu'on ne va pas dépenser assez d'argent. Puis j'ai vu une maison l'année passée de quelqu'un qui avait construit l'année avant, qui avait des gros problèmes l'hiver parce qu'il y avait de l'humidité partout dans ses fenêtres. Puis il dit, je comprends pas pourquoi. J'ai dit, ton échangeur d'air, il marche pas. Il dit, ouais, mais je le fais rouler. Puis mes chambres à coucher sont toutes super froides parce que l'air qui sort de l'échangeur d'air est froid. Ah, OK. Fait qu'il voulait plus le faire. Il n'est pas assez efficace. Ouais. Fait que là, on le ferme. Là, on met toutes sortes de pression sur l'enveloppe du bâtiment parce qu'on prend des douches, on fait bouillir du spaghetti, etc. Ouais. Puis la maison n'a aucune façon de gérer l'humidité et l'air qui rentre puis qui sort. Attention aux échangeurs d'air. Aller chercher une bonne qualité. Ouais. Tu amènes un bon point où au niveau de la mécanique du bâtiment dans une maison à haute performance, du fait qu'on a tellement bien investi pour l'enveloppe du bâtiment, on vient réduire nos besoins en termes de mécanique, de chauffage, climatisation. Donc, on a des systèmes de chauffage mécanique qui sont beaucoup plus économiques. Donc, on vient vraiment économiser au niveau de la mécanique du bâtiment. La seule chose qui est vraiment plus dispendieuse, c'est au niveau, comme tu as dit, de l'échangeur d'air. C'est le seul système qu'il faut investir un peu plus dedans. Puis d'ailleurs, tu m'amènes très bien la prochaine question qui était très concrètement, vous avez dit que ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'à la zéro chauffage, zéro climatisation. Donc, le petit peu, ce qui est le fun, la maison performance, même s'il fait très froid, si on n'avait pas de chauffage pour une raison X, Y, Z, on ne meurt pas personne, on se met un gilet, puis on fait des push-ups, puis la vie est belle. Sauf que le peu de chauffage qu'on veut là, pour rester confortable à 20, 21, 22, ce serait quoi les systèmes que vous recommandez de manière très concrète? Là? C'est-tu la thermopompe? C'est-tu les plaintes électriques? C'est quoi les systèmes que vous recommandez pour les maisons de ce type-là? La première chose, avant de parler des systèmes, c'est de comprendre quel est mon besoin de chauffage. Okay. Donc, de faire justement un calcul, parce que souvent, les gens dans le domaine vont dire « OK, ça prend tant de chauffage au pied carré. Ouais. Mais si j'ai réduit par 4 mes besoins de chauffage, je dois ajuster ce chiffre-là aussi. Ouais. Donc, j'ai une économie qui vient. Réellement, le seul besoin qu'on a, ça serait des plaintes électriques. Okay. Juste ça peut chauffer amplement le bâtiment. Un bâtiment performant pour avoir une plainte par étage uniquement et il serait capable de chauffer le bâtiment. Après ça, on peut en rajouter d'autres, soit les planchers radiants. Il y en a plein d'autres qui existent, mais c'est plus une question de confort, de luxe, ainsi de suite. Mais ce n'est pas essentiel parce que finalement, il n'y a pas de perte d'énergie. Fait que les gens à l'interne, la vie à l'intérieur du bâtiment va être le principal système de chauffage. OK. Autre chose, ou Ça et le soleil. Oui, c'est le soleil qui est là déjà inclus dans le deal. Là. Quand le soleil n'est pas là, c'est les habitants, les habitudes de vie, la cuisson des aliments, le chauffe-eau dégage beaucoup de chaleur aussi. Donc, puis il y a un point où est-ce que tout le monde à la campagne, que je vois tous les clients qu'on reçoit, ils veulent tous avoir un foyer au bois. Ouais. Là, c'est un dilemme où est-ce que tu n'as pas le contrôle de la chaleur qui va être émise par ton foyer au bois. Donc, tu vas souvent avoir des situations où tu surchauffes. Ouais. Donc, le foyer au bois n'est pas
vraiment nécessaire à ce niveau-là. Là. C'était une de mes questions aussi, le foyer au bois. Tu t'es prononcé, est-ce que vous avez d'autres choses? Ben, est-ce que tu le fais pour tes clients ou non? Ben, on le fait, mais tu les avises fortement. Je les avise du fait que faut que vous sachiez que toutes les fois que vous n'allez pas avoir un foyer au bois, ben vous allez perdre de l'énergie par la cheminée du foyer versus ce que vous allez économiser si vous récupériez le bois de votre terrain. Là. Donc, c'est du luxe à ce niveau-là. Puis c'est culturel. Le monde en revient souvent avec le point, ben qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas d'électricité? Ben moi, je reçois le monde chez moi quand il n'y a pas d'électricité. Puis le simple fait d'être une dizaine de personnes dans la maison, ben on est capable de chauffer la maison, là, de conserver une température confortable là, du fait juste des habitants qui sont là. Pour moi, un poêle à bois, c'est comme une télévision. Il y en a que samedi soir, ils veulent avoir une télévision de 72 pouces pour regarder la télé, puis c'est pas qu'est-ce que je fais, mais c'est ça qu'ils veulent, c'est parfait. Ouais. Il y en a qui aiment avoir un foyer de bois parce qu'ils aiment l'odeur, puis ils aiment voir ça. C'est correct, mais de savoir qu'il y a une forte possibilité qu'il va falloir ouvrir une fenêtre parce qu'il va faire trop chaud. Mm-hmm. C'est sûr que quand il y a une panne d'électricité, ben ils vont mettre un petit bout. Tu vas mettre un petit peu de bois d'allumage, puis il va faire assez chaud. mais comme Benoît disait, on réduit nos besoins, puis là, on s'en fout un petit peu de comment on chauffe. Ouais, okay. C'est sûr que les mini-splits, les thermopompes sont hyper efficaces. Tu as beaucoup plus de wattage de chauffage qui sort pour chaque watt que tu mets, mais de faire attention aussi parce que le réfrigérant qui passe dans ces affaires-là est hyper polluant si tu as des fuites. Là, tu entends parler des gens qui font recharger leur système de climatisation aux années, là, puis c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de carbone. Là. Okay. Fait que, oui, c'est bon, sauf que la meilleure chose, c'est de mettre un gros manteau puis de bien l'attacher. Ça, c'est la maison. Ben, c'est comme, je reviens encore à la pêche à la glace. Est-ce que tu es mieux d'avoir un petit manteau avec un veste, avec une batterie qui est électrique? Ouais. Puis là, après 8 heures, ben tu gèles. Ouais. Ou bien, tu as juste un gros manteau que tu attaches, puis... Tu es tout le temps bien. Puis tu es toujours bien parce que ton moteur, il produit de la chaleur. Et pour justement tous les amoureux des foyers de bois, moi, je conseille souvent idéalement de les mettre dans un espace non chauffé qui ne fait pas partie de l'enveloppe. Si on a une serre, c'est comme une activité, c'est une activité extérieure. Si on a et ça peut même être un espace tampon, là, soit une pièce musicale, un solarium, ainsi de suite. Fait qu'au moins, on ne vient pas perforer notre enveloppe. Parce qu'une cheminée d'un poêle à bois va perdre à peu près peut-être 100$ d'énergie pendant une saison de chauffage. Fait qu'en gros, c'est comme si on chauffait plus qu'une corde de bois, juste pour compenser la perte de chaleur du trou, effectivement. Fait que c'est là que, pour ceux qui l'aiment vraiment, puis je comprends, depuis le verglas, les gens ont toujours cette peur-là, carrément. Fait de le mettre justement dans une section à côté là, de la maison. Parce que ça, la Passive House, c'est que tu mets ton bois d'allumage, comme vous avez dit, puis là, il fait déjà trop chaud. Fait que là, si t'es rendu à mettre des bûches, ça va pas du tout. Il fait trop chaud. Est-ce que c'est possible de rénover des maisons actuelles en haute performance ou du moins plus performante? Ou tu sais, c'est quoi qui est possible de faire avec ce qui est déjà construit? Oui, facilement. Moi, il y a une technique de construction que j'utilise que j'aime beaucoup, c'est l'Arsène Truss. Dernièrement, on a eu un client où il y avait un petit bungalow à Bromont qui, l'intérieur de la maison lui convenait très bien. Ça avait été rénové dernièrement. Mais en rénovant sa terrasse, il a découvert qu'il y avait un peu de pourriture au niveau de la structure du bâtiment par l'extérieur. Puis là, de fil en aiguille, on commence à retirer les matériaux, puis on découvre que la moisissure s'étend, puis que la manière que la maison a été construite, ça ne laissait pas échapper l'humidité. Donc, il me disait, de toute façon, je pensais refaire mon revêtement extérieur, donc as-tu quelque chose à me proposer? Puis là, je suis arrivé avec cette solution-là, technique Larsen Truss, où que la structure, on ajoute une structure par l'extérieur, on ajoute l'isolation, puis l'étanchéité. Puis, par le fait même, il a fait affaire avec le programme Renault Climat. Donc, lui, il est resté dans sa maison. Il n'a jamais été affecté par les travaux qu'on a exécutés. Puis, par l'extérieur de la maison, on a optimisé l'étanchéité du bâtiment, l'isolation, puis il a refait son revêtement qu'il voulait refaire de toute manière. Voulait refaire. Donc, c'est une option que je propose beaucoup aux gens qui sont déjà
qui envisagent déjà de refaire leur vêtement extérieur, Mhm. de le faire par l'extérieur, c'est vraiment la meilleure option. Puis je suis en train de vivre l'expérience contraire de toi. C'est quelqu'un qui a acheté une vieille maison puis il a trouvé de l'amiante dans son grenier qui avait tombé dans ses murs. Fait que lui, il a fallu tout arracher l'intérieur. OK. Puis il n'y a pas le budget de tout bien faire d'une shot. Fait que là, on rentre dans la discussion de comment on va diviser ça dans des phases. Fait qu'on va faire qu'est-ce qu'on peut à l'intérieur, puis on va vraiment travailler sur l'étanchéité à l'air le plus qu'on peut. On va mettre l'isolant qu'on peut. Puis dans 10 ans, quand il va y avoir des sous pour refaire l'extérieur, bien là, la deuxième phase va embarquer où on va en rajouter à l'extérieur. OK. Mais pour ça, on vire pas fou sur le volume d'isolation pour l'instant, parce qu'on sait que dans le long terme, ça va se passer. Mais on vise vraiment plus sur l'étanchéité à l'air. OK. C'est vraiment... Si on le fait de l'intérieur, c'est parce qu'on ne veut pas perdre tout le pied carré. Ouais. C'est là l'enjeu où le Larson Truss est super le fun parce qu'on ne perd aucun pied carré à l'intérieur de la maison. C'est rajouté de l'extérieur. C'est ça. Parce qu'il y a vraiment deux moments dans la vie d'un bâtiment qu'on peut vraiment améliorer l'efficacité. Lorsqu'on rénove l'extérieur, ou est-ce qu'on fait une rénovation majeure à l'intérieur. Ouais. Parce que quelqu'un qui dit « je change ma cuisine puis je veux améliorer l'efficacité de ma maison », c'est compliqué. plus limité, effectivement. Ouais. Mais assez facilement, on peut augmenter l'étanchéité d'un bâtiment de 20-25 %. OK. C'est sûr qu'on ne tombe pas dans les normes des dépasses vastes, et ainsi de suite, mais il y a quand même des belles étapes assez faciles à faire. Avec quoi? Avec les fenêtres? Comment tu... Oui, déjà de faire un test d'infiltrométrie. Ouais. Donc en rénovation, il y a vraiment le programme Réno-Climat qui est génial, le programme québécois, qui consiste en 2 inspections. Une première, dans le fond, ils viennent voir l'état de la maison, ils font un test pour voir quel est le niveau d'étanchéité. Ça permet de voir sont où les failles, où est-ce que je dois intervenir. OK. Puis une fois que tu le sais, ben... Et là, après ça, justement, et quand ils reviennent après les travaux, ben, dans le fond, là, ils viennent valider justement l'efficacité qu'on a augmentée. Et plus on augmente la qualité du bâtiment, plus on a de subventions. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis c'est un programme aussi qu'on n'est pas obligé de faire affaire qu'un entrepreneur. Donc, en bout de ligne, ce qu'ils regardent, c'est seulement le résultat. Donc, combien ça t'a coûté, qui l'a fait, c'est pas regardé, mais dans le fond, il y a des beaux montants qui viennent avec ça. Très cool. À quoi va ressembler ou à quoi voudriez-vous que ressemble le Québec au niveau de l'habitation dans les prochaines années? On regarde 5 ans, 10 ans. C'est quoi le juste milieu? C'est quoi qui est pertinent qu'on pourrait, mettons, amener à grande échelle, disons, qui serait pertinent grand public d'ici 10 ans, par exemple, dans votre vision? Ben, en fait, le gouvernement fédéral travaille déjà à modifier le code du bâtiment pour qu'en 2030, toutes les nouvelles constructions soient au standard net zéro. C'est-à-dire qu'on ait des maisons tellement performantes qu'avec des énergies renouvelables, panneaux solaires, seraient autonomes en énergie sur le bilan d'une année. OK. Fait que ça, 2030, ça. Fait que c'est 10 ans. Toutes les maisons qu'on construit en ce moment, si le gouvernement fédéral suit sa ligne de programme, ben, vont être passées date en 2030. Là. OK. Wow. Puis est-ce que vous croyez que c'est une bonne chose? Ben, c'est la voie à venir pour réduire les émanations de gaz à effet de serre. Ouais. Tu connais très bien Chris Magwood oui. du Endeavour Center. Il a fait une super étude dernièrement où si on veut sauver l'avenir de notre environnement, mais c'est la voie à suivre. Puis on voit tous les avantages au niveau environnemental, mais autant financier. C'est la chose à faire d'avoir des maisons à haute efficacité énergétique. Cool. Puis si on parle vraiment juste Québec, là... Ben ouais, Québec, mais je suis intéressé si tu as maximum 1 ou 2 minutes, là, mais pour le monde. Là, mais... Le code, on a besoin que le code nous guide, parce qu'en bout de ligne, on peut faire toutes sortes d'éducation, on peut faire tout ce qu'on veut, mais si le code permet de faire ça, beaucoup de maisons vont toujours se faire au code. Ouais. Puis l'autre chose, puis je vais me faire tuer par tout le monde qui travaille dans l'industrie, mais on a besoin des inspections. OK. On n'a aucune inspection ici au Québec du bâtiment. On se fie à la CCQ que tout le monde ait, qui sont qualifiés. Fait que si vous êtes qualifiés, vous allez bien faire ça. On est les seuls, je pense, peut-être au monde qui travaillent comme ça, et ça ne marche pas. Uh-huh. On a besoin d'avoir une manière d'avoir que la loi, le code,
soit augmenté. Moi, je pense personnellement de rajouter, comme ils ont fait au Vermont, un cible d'étanchéité à l'air, puis toutes les maisons doivent se faire inspecter, ils doivent se passer ça. Test d'infiltrométrie. Ça devrait être dans tous les contrats de construction, d'avoir une exigence de test d'infiltrométrie et d'avoir de l'inspection. Puis d'avoir l'inspection, ça veut dire que le monde qui inspecte, ils doivent comprendre un petit peu plus la science du bâtiment. Ça prend l'inspection, mais ça prend aussi des subventions. Là. Ça prend un appui politique. Là. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on a des subventions pour aller faire l'achat d'une voiture électrique, mais qu'on ne l'a pas pour l'achat d'une maison à haute efficacité énergétique. Certaines villes commencent, là, habitation durable et tout ça, mais... Il y a des programmes d'aide qui sont développés par certaines municipalités, mais là, on a vraiment besoin d'une aide. Tout comme ils font pour les voitures électriques, ils pourraient le faire pour l'habitation, haute performance et tout ça. C'est mon souhait pour le Québec, là, parce qu'on a beau faire l'éducation, il y a une clientèle qui est conscientisée, qui voit tous les avantages, mais je pense que s'il n'y a pas de pression politique, d'avoir des subventions pour faire l'achat de maison à haute efficacité énergétique, ben, ça va être plus dur à amener de l'avant. Pour moi, effectivement, pour regrouper tout ça, on a un programme au Québec qui s'appelle Nouveau Climat, qui a été créé dans les années 2000 pour préparer l'industrie au prochain code du bâtiment. Le dernier code était supposé s'arrimer avec le programme. Il l'a fait pratiquement au complet, sauf le test d'infiltrométrie et les inspections. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux éléments qui feraient une grosse différence. À rajouter. Donc, c'est ça. Fait que Nouveau Climat devienne la référence, que tous les bâtiments soient inspectés. En même temps, il faut le voir comme la formation continue pour les travailleurs, pour tous les gens qui réalisent. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça se fait en Ontario, donc ils l'ont fait et ils ont vu une qualité de construction qui a vraiment augmenté. C'est sûr que la première année, tout le monde trouve ça difficile, mais après ça, c'est la même chose. Imaginez sur toutes les autoroutes, les routes du Québec, s'il n'y avait aucune signalisation ou vérification policière, ben, ça serait n'importe quoi. Ça serait le bordel, fait que ça prend quand même des panneaux qui affichent puis des règles claires, mais ça prend aussi la supervision parce qu'on le sait que les panneaux, on les oublie après un certain temps. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de travail à faire côté du financement des bâtiments parce qu'il n'y a aucune reconnaissance avec les banques pour les bâtiments à haute efficacité. Ce qui ne fait pas vraiment de sens parce que c'est plus sécuritaire pour eux parce que le bâtiment va durer plus longtemps. Oui, mais la façon qu'ils financent les maisons, et ça devient de plus en plus difficile à avoir le financement pour les maisons, ils ne reconnaissent pas le 5 ou 10 % de plus que ça coûte. Fait que ça veut dire que ça rend beaucoup plus difficile pour les clients, des fois, de le faire parce que la banque dit « Ouais, mais nous autres, une maison, c'est une maison. » Puis c'est pas vrai. Fait qu'il y aurait du travail à faire côté financement aussi pour permettre aux clients d'aller chercher un petit peu plus d'argent pour bien faire ça. Super. C'est comme s'ils disaient aux gens « Vous n'avez pas les moyens d'une maison de qualité, mais qui réellement coûte moins cher par mois. » Oui. Alors réellement, des fois, tu dis, si tu n'as pas les moyens d'une maison neuve... Puis si tu vas acheter une maison existante, il te demande les taxes, il te demande c'est combien, puis il te demande c'est quoi tes coûts énergétiques. Fait que déjà, ils comprennent le concept, mais ils ne l'appliquent pas à de la construction neuve. C'est très intéressant, ça. Ça pourrait voir le jour, je pense. Ça semble très réaliste. Ça prend l'éducation puis qu'ils le fassent, mais... Niveau éducation aussi, je pense que si on créait un mouvement de fierté de la population auprès de leur maison, là, on voit vraiment en ce moment où est-ce que tout le monde a une certaine fierté au niveau de leur voiture. Tout le monde peut dire c'est quoi la consommation d'essence ou la puissance de moteur de leur voiture, mais la majorité ne sont pas capables de dire c'est quoi qu'ils ont des caractéristiques de leur maison. Donc, je pense que ça devienne comme un objectif, justement. Puis quelque chose qu'on partage. Nous, quand on parle ensemble, on parle de ça, là, le taux d'étanchéité d'une maison, mais pas le commun des mortels. Hey, merci beaucoup. Un dernier tour, là, en quelques secondes, comment on fait pour vous suivre, vous trouver sur Internet, si on veut en savoir plus sur vous? www.benoitlavigueur.com et puis donc j'ai la chance de participer à plusieurs formations avec Solutions RA et Cohabitation. Cool, merci. www.constructionrocket.com. Cool. Et je fais des formations aussi avec Solutions RA. Cool, super, merci. Notre site internet, www.econovation.ca. On est très actifs aussi, Facebook, Instagram, fait suivre l'évolution de tous nos projets qu'on réalise.
Puis, formation accessionnaire. Super. Juste rappeler tous les gens à la maison, ils sont tous des profs de Solutionera. Et si vous aimeriez gagner le certificat en design de bâtiments écologiques, grâce au concours Districtement Habitat, vous pouvez vous rendre sur le site districthabitat.ca et courir la chance de gagner le certificat d'une valeur de 1 350 $. Si vous voulez faire ça en allant vous rendre sur le site, c'est super important de le faire avant vendredi le 9 octobre à 5 h, parce que c'est là qu'on va faire tirer le prix et l'annoncer dans un Facebook Live sur la page de District Habitat. Pour en savoir plus sur n'importe quel de nos experts, ils vous ont dit comment les suivre directement. Sinon, c'est aussi possible d'aller sur districthabitat.ca dans la section développement durable. Les experts de l'émission et des autres émissions seront présents, ainsi que tous les entreprises et exposants qui seront présents lors du salon physique, là, lorsqu'on aura le droit de se revoir en personne, à Terrebonne et à Brossard en 2021. Donc, si vous avez le goût de découvrir d'autres entrepreneurs, entreprises qui œuvrent dans les bâtiments durables, ça va pouvoir se faire à ce moment-là, ou sinon, vous pouvez aller voir sur le site web pour les découvrir dès maintenant. Je tiens aussi à remercier les partenaires présentateurs qui, cette semaine, étaient Solutions ERA en collaboration avec Desjardins. Je tiens aussi personnellement à remercier le District Habitat et l'APCHQ Montréal métropolitain pour avoir choisi de mettre en premier plan l'habitation durable, le développement durable dans les nouveaux salons, donc le salon District Habitat. Donc, merci beaucoup de faire avancer ça parce que ça va bénéficier tout le monde qui ait plus de connaissances à ce niveau-là. Merci à tous les invités d'aujourd'hui. Étienne, William, Benoît, merci. Ça a été vraiment un plaisir de faire ça avec vous. Et si vous voulez en savoir plus sur les sujets qui ont été discutés aujourd'hui, c'est possible de vous joindre à nous ce soir pendant le 5 à 7. Ou sinon, vous pouvez venir demain midi pour la prochaine émission qui est au sujet de comment vivre autrement. On va parler de mini-maison, éco-communauté, éco-quartier et co-living. À très bientôt.